Alors, les lois de la réfraction nous permettent, d'identifier, des substances, qu'elles soient liquides ou solides, qui sont transparentes. Donc dans ce cas, l'exercice 28, page 244, du livre Hatier, on va identifier un liquide. Donc on a un rayon lumineux qui se propage dans l'air, puis dans un liquide inconnu contenu dans une cuve. Pour différentes valeurs de l'angle d'incidence dans l'air, on relève les valeurs de l'angle de réfraction dans le liquide. La réfraction par les parois de la cuve est négligeable. On a le tableau avec les différentes valeurs de l'angle d'incidence. Donc c'est un petit peu comme dans l'activité que vous avez vue précédemment. Donc on fait varier l'angle d'incidence. On a 5 valeurs différentes. Et en fonction de chaque angle d'incidence, on va obtenir un angle de réfraction. Et donc là, dans le tableau, on a mis cet angle de réfraction. Alors, dans les données, nous avons aussi les indices de réfraction de différentes substances. Donc l'acétone a un indice de réfraction de 1,36 et le glycérol de 1,47. Alors, première chose, on nous demande d'écrire la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc là, on est dans l'appropriation, c'est-à-dire comprendre le problème, comprendre qu'est-ce qu'on est en train exactement d'étudier, à quoi ça correspond. Ensuite, on nous demande de tracer une représentation graphique qui nous permet de déterminer l'indice de réfraction du liquide. Et là, on est dans la réalisation, donc réaliser un graphique, tracer un graphique, comprendre quelles sont les données que je vais utiliser pour tracer ce graphique. Déterminer l'indice de réfraction du liquide inconnu, on est dans l'analyse. Donc, à partir des données que j'ai obtenues, je vais les analyser et je vais en extraire une information. Et dans ce cas, l'information, c'est l'indice de réfraction du liquide. Et ensuite, la validation, donc en déduire la nature du liquide inconnu. Alors, première chose, pour résoudre cet exercice, on nous demande d'écrire la loi de Snell-Descartes. Donc ici, j'ai écrit la loi de Snell-Descartes. N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Donc là, il faut quand même essayer de se représenter ce qui se passe. Donc j'ai une cuve qui contient du liquide et je projette dessus un rayon incident qui forme un angle I dans un angle d'incidence. Donc N, l'indice de réfraction du premier milieu est égal à 1, c'est celui de l'air. Ce rayon est dévié, parce que du moment qu'il rentre dans un autre milieu, il va être dévié. Il ne va plus suivre la même direction et il va former un angle R avec la normale. Donc la normale, c'est celle que j'ai tracée avec des petits tirets. Et c'est pratiquement la droite perpendiculaire à la surface du liquide. Et je dois trouver N2. Et N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu, donc du milieu liquide. Donc la première question, c'est bon, j'ai identifié quel était le problème. Donc on nous demandait tout simplement d'écrire la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Pourquoi on doit l'écrire? Parce qu'ensuite, on va utiliser cette loi pour trouver N2, l'indice de réfraction du liquide. Alors je vais d'abord regarder les grandeurs. N1, je le connais, c'est l'indice de réfraction de l'air, il est égal à 1. Sinus de I est l'angle d'incidence, et j'ai un tableau où j'ai les différentes valeurs de l'angle d'incidence. Donc je devrais probablement calculer le sinus de l'angle. Deuxième côté de l'équation, ben j'ai N2, donc l'indice de réfraction du deuxième milieu que je ne connais pas, et c'est ce que je vais trouver, c'est mon inconnu. Et sinus R, je connais l'angle de réfraction, donc on l'a donné dans le tableau. Alors maintenant, je vais utiliser ces données pour tracer cette représentation graphique. Donc j'ai écrit les différents angles, l'angle d'incidence, l'angle de réfraction. Je calcule le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction. Du moment que j'ai calculé ces deux grandeurs, ben je vais tracer la droite parce que je sais que sinus I et sinus R sont reliés entre eux par une relation de proportionnalité. Donc si je trace cette représentation graphique, donc si je vais mettre ici sinus de I en fonction de sinus de R, ben normalement je devrais avoir une droite. Et le coefficient directeur de cette droite va être l'indice N2, donc le coefficient directeur de cette droite va être N2 sur N1. Alors à ce moment, je trace ma droite. Pour tracer une droite dans Excel, ce qu'il faut faire du moment que vous avez mis les données, donc à gauche, je vais mettre ce que je veux avoir en ordonnée et à droite, ce que je veux avoir en abscisse. Donc je vais faire insertion. Graphique, je vais choisir nuage de points.
Alors une petite chose, une petite astuce pour Excel, j'ai rajouté la valeur, 0, 0. C'est-à-dire, que quand il n'y a pas de rayon, bah, il n'y a pas, d'angle d'incidence, il n'y a pas d'angle de réfraction, j'ai pas non plus le sinus de l'angle. Donc la droite va passer par l'origine. Donc du moment que j'ai tracé cette droite, donc cette droite, c'est celle qu'on a vue, dans le cours. Donc vous avez le sinus de I en fonction du sinus de R. On voit bien que les points sont alignés, sont suffisamment bien alignés. On peut rajouter dans Excel, ce qu'on appelle une modélisation mathématique, une courbe de tendance. Donc je vais faire ajouter une courbe de tendance linéaire. Alors tout le reste, vous le laissez, automatique, définir l'interception, bon, on le connaît, c'est 0. Afficher l'équation sur le graphique et il m'affiche l'équation de ma droite. Alors, normalement, ici, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, si on veut être vraiment précis, il faudrait en quelque sorte, parce que là, c'est une modélisation, donc les points ne passent pas exactement par l'origine, donc on peut le refaire, format de la courbe de tendance. Alors, ici, où il y avait définir l'interception, on va mettre 0 et afficher l'équation sur le graphique. Voilà, donc j'ai l'équation sur le graphique. Y est égal à 1,46 x. Donc ce que je peux en déduire, c'est que dans la fonction que j'ai obtenue, donc ma droite, y est égal à 1,46 x. Alors y, c'est sinus i, donc je peux écrire sinus i est égal à 1,46 et mon x, c'est sinus r, 1,46 sinus de r. Alors 1,46, à quoi correspond-il? 1,46 est égal à N2 sur N1. C'est le coefficient directeur de cette droite qui passe par l'origine. Vu que N1 c'est de l'air, donc c'est égal à 1, je peux en déduire que N2, donc l'indice de réfraction de ma solution, est égal à 1,46, parce qu'1,46 multiplié par 1, ça fait toujours 1,46. Donc, en revenant à notre exercice, j'ai tracé une représentation graphique qui m'a permis de déterminer l'indice de réfraction. Donc, pour réussir cette question, il fallait tout d'abord calculer les sinus des différents angles et tracer sinus de I en fonction de sinus de R. J'ai utilisé Excel parce que c'est assez pratique, donc il permet de tracer des droites, mais vous pouvez aussi le faire sur le papier. Déterminer l'indice de réfraction du liquide inconnu. Alors, j'ai utilisé la propriété que les deux sinus des deux angles, donc la loi de Snell-Descartes, sont proportionnels. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le quotient entre N2 et N1, donc entre les deux indices de réfraction des deux milieux. Dans mon premier cas, l'indice N1, c'est égal à 1, c'est l'air, et N2, c'est l'indice que je veux trouver. Et donc, en calculant, je trouve que d'après les données expérimentales, je trouve 1,46. Donc, mon indice de réfraction de mon milieu, de ma solution, est égal à 1,46. En revenant dans les données, donc déterminer l'indice de réfraction du liquide inconnu, j'ai trouvé 1,46. Alors, vous auriez pu aussi calculer le coefficient de proportionnalité entre les différents sinus. Donc, vous auriez eu différents coefficients de proportionnalité, vous aurez fait une moyenne. C'est un petit peu la même chose que tracer la droite. Donc, c'est deux stratégies différentes, mais qui vont arriver sur le même résultat. En déduire la nature du liquide inconnu, donc parmi les deux liquides qu'on me propose, je vois que mon indice de réfraction est beaucoup plus proche de celui du glycérol, qui est de 1,47 théoriquement, et que celui de l'acétone, qui est de 1,36. Donc mes données expérimentales correspondraient plus à du glycérol, vu que j'obtiens un indice de 1,46, que de l'acétone, qui est de 1,36. Et donc là, j'ai déduit la valeur du liquide inconnu. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous montrer une démarche de résolution de ce type de problème, de ce type d'exercice et de l'utilisation de l'indice de réfraction.